Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Je vous propose de partir du côté du salon Energissima 2024, la plateforme romande dédiée à la transition énergétique. L'événement se déroulera du 18 au 21 avril prochain, donc quelques jours, donc, à l'espace Gruyère, du côté de Bulle. Plus de 7000 visiteurs sont attendus et plus d'une centaine d'exposants proposeront des solutions et des conseils sur les technologies durables. Au programme, des conférences, des dialogues et des échanges sur divers sujets tels que l'hydrogène dans la mobilité, les avancées technologiques en énergie solaire et batterie, ainsi que les meilleures pratiques pour le remplacement du chauffage domestique. Les cycles de conférences seront également organisés abordant des thèmes variés comme l'énergie solaire. En outre, une journée spéciale sera consacrée à la formation professionnelle dans le secteur de l'énergie, offrant des opportunités de carrière et des ateliers interactifs pour les jeunes intéressés par ce domaine en pleine expansion. Pour en parler, je reçois ce matin Varsha Schneider. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable de ce salon Energissima 2024. Ça s'annonce un grand cru aussi. Ça s'annonce très très bien. Ouais. Nous sommes très heureux de mettre sur pied cet événement cette année. Ça sera la 9e édition. Ce salon existe depuis plusieurs années déjà. Et cette année, effectivement, le thème spécial est dédié à la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle ? Parce que autour de moi, j'entendais, et puis également notre comité d'organisation, entendait qu'on manque cruellement de relève. C'est ça, la relève n'est pas assurée aujourd'hui. Non, nous manquons de bras, nous manquons de cerveau dans la filière énergie. Et c'est pour ça que cette année, nous proposons ce thème de la formation professionnelle. Le but étant de sensibiliser les jeunes à cette thématique, de dire que le métier de l'énergie renouvelable a de l'avenir, qu'on a besoin d'eux pour assurer la relève. Bien sûr, et ça c'est très important. Donc du coup, à la question à qui s'adresse ce salon, c'est à tout le monde en fait, hein ? À tout le monde. Le salon est vraiment orienté grand public. Il s'adresse à toutes les personnes qui sont sensibilisées aux aspects énergétiques, que ce soit dans le domaine de la construction, de l'habitat ou encore de la mobilité. En parlant de mobilité, nous avons un pavillon qui est dédié à ce thème-là, sur une surface de 3000 m². Et les gens pourront tester des voitures électriques de presque toutes les marques. Voilà. Alors quand on parle de nouvelles technologies, quand on parle de nouvelles manières de consommer l'énergie, il y a l'électricité, mais pas que. Hein. L'hydrogène aussi fait partie aujourd'hui de ces nouvelles manières de consommer. Hein. L'hydrogène, oui, nous aurons d'ailleurs des exposants qui présenteront ce thème, mais également une conférence qui sera dédiée à ce sujet le vendredi après-midi. Les experts parleront de ce thème de manière beaucoup plus précise que moi. Voilà. Donc, alors, effectivement, si on cherche peut-être à se chauffer au solaire, hein, par exemple, à avoir de l'énergie solaire, etc., c'est aussi l'endroit où on peut venir poser des questions à des professionnels, à des spécialistes du domaine. C'est aussi la possibilité, en venant à Energissima, de pouvoir peut-être se faire une idée plus précise de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir peut-être passer à une énergie plus verte. Oui, le salon s'adresse à des propriétaires. Donc, il y aura beaucoup d'exposants qui proposeront ce sujet dans le solaire. Si vous souhaitez aussi remplacer votre système actuel de chauffage par quelque chose de durable, c'est également possible. Donc, nos exposants sont vraiment des spécialistes qui conseilleront le public à ce sujet-là. Alors, c'est un salon qui concerne tout le monde aujourd'hui, parce que c'est dans l'actualité, hein, l'énergie qui coûte de plus en plus cher. Effectivement, c'est l'occasion de se faire une vraie idée et d'aller avoir peut-être un aperçu de ce qu'il faut peut-être aussi changer dans nos certaines habitudes qu'on a aujourd'hui. C'est aussi un peu la démarche de ce salon. Hein. Tout à fait. C'est en sensibilisant tout un chacun et puis en faisant un pas justement vers l'énergie durable que nous pouvons améliorer notre environnement ou sauver la planète, je dirais. Ouais.
Pour l'aspect formation, on parlait de la relève qui n'est pas assurée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment précis dans la période du salon où qui sera consacré justement peut-être à ces jeunes parce que là, il y a du boulot, il y a peut-être de quoi faire, trouver des nouvelles vocations. Est-ce qu'il y a un moment spécifique où il faut être présent? Il y a, j'imagine, des informations plus précises sur le site Internet. Sur le site Internet, tout à fait. Et puis la journée du vendredi 19 avril sera vraiment consacrée à ce thème de la formation professionnelle. Toutes les écoles de Suisse romande sont les bienvenues. Nous aurons des ateliers qui seront dédiés à cette thématique. Et puis l'entrée sera gratuite ce jour-là pour l'ensemble des élèves, des étudiants des hautes écoles et universités, ainsi que les enseignants qui les accompagnent. Ouais, ça c'est important de le rappeler. Et voilà une belle idée en tous les cas. Merci beaucoup Varsha Schneider d'être venu nous parler de cet événement, édition 2024. C'est la 9e, Énergie CIMA. C'est du 18 au 21 avril prochain, du côté d'Espace Gruyère à Bulle. Est-ce qu'on a tout dit ? Presque, vous aviez un truc à rajouter. Oui, puisqu'on parle d'environnement, les visiteurs pourront bénéficier d'une réduction sur le billet si ils prennent les transports publics. Donc nous conseillons vraiment d'utiliser, de venir au salon soit en train, en bus. L'accès à Espace Gruyère est facile depuis la gare de Bulle. Oui. Donc vraiment, j'insiste. C'est même fortement conseillé. Oui, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Oui. Ouais. Voilà une belle idée. Donc ils doivent se renseigner à la caisse, j'imagine, quand ils arrivent. À la caisse ou sur le site Internet. Sur le site Internet, là aussi. Les indications sont données. Très bien. Plein succès pour cette 9e édition du 18 au 21 avril à Espace Gruyère du côté de Bulle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur M et sur Canal+. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Les écoles hôtelières romandes se distinguent comme les meilleures du monde. 7 d'entre elles figurent parmi les 10 premières dans un classement international. La Suisse est en tête dans le domaine de la formation hôtelière avec l'école hôtelière de Lausanne, l'EHL. Cette école est considérée comme la meilleure du monde pour la 6e année consécutive. EHL souligne l'importance de former la prochaine génération de leaders pour l'industrie de l'hospitalité. Outre ces beaux résultats, un Rösti-Graben est observé avec les écoles alémaniques qui se classent pas aussi bien, avec seulement 2 écoles parmi les 50 premières. Je reçois ce matin Juan Francisco Pereyon, directeur académique de l'EHL. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et puis dites donc, félicitations. Merci beaucoup Philippe. Oui, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir être en tête de ce classement depuis 6 ans. Ouais. Ça témoigne vraiment, je dirais, d'un travail bien fait. Ouais. Et aussi d'avoir tenu notre promesse envers les étudiantes et nos étudiants, de les former au métier de l'hospitalité, des métiers passionnants, également aussi d'avoir tenu notre promesse envers l'industrie, de pouvoir mettre à disposition de ces collègues-là les meilleurs talents, pour pouvoir aussi les accompagner dans leur propre évolution. Donc effectivement, c'est un privilège et un honneur, et aussi une responsabilité, naturellement. J'imagine une grande fierté avec tout ça. Et vous avez parlé de promesses, de responsabilité. Ça, c'est important aussi. On doit s'accrocher à ces valeurs-là. Absolument. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui, en fait, est un peu un fil d'Ariane. Depuis la création de l'EHL, il y a 130 ans, au bord du lac Léman, et notre conviction que la mise à disposition des talents et la mise à disposition de toutes les compétences possibles, aussi bien techniques, je dirais, on pourra entrer tout à l'heure un peu plus dans les détails, compétences techniques, métiers, et aussi les compétences, en français on dit des compétences transverses, des soft skills, qui fait en fait la différence entre l'EHL et d'autres écoles de management. Je pense aussi la question de la responsabilité, c'est notre engagement envers les étudiantes et étudiants et l'industrie, de pouvoir continuellement être au sommet et de pouvoir mettre à disposition des étudiants de tous les outils possibles pour continuer à qu'ils se forment durant toute leur formation finalement et dans toute leur profession.
En tout cas, bravo. Merci. Et puis, il y a une belle fierté aussi pour la région, parce que cette école, pour la région, elle est hyper importante. Je pense que c'est, excusez-moi, c'est fondamental de le souligner. École hôtelière de Lausanne, effectivement, à Lausanne, mais l'impact de l'EHL va bien au-delà du canton de Vaud, de la ville de Lausanne, du canton de Vaud. Ça va sur toute la Suisse romande. Nous avons plusieurs collaboratrices et collaborateurs qui travaillent à Lausanne, sur le site d'en haut à Épalinges, mais qui habitent dans d'autres cantons. Donc il y a aussi là un effet fiscal. Nous avons des entreprises qui viennent de tous les cantons de Suisse romande qui ont travaillé à l'inauguration, au développement du campus. Donc l'impact, je dirais, économique, social, politique de l'EHL va bien au-delà de la ville de Lausanne et impacte l'ensemble de la région de Suisse occidentale et de Suisse naturellement. On peut parler d'un savoir-faire helvétique ? Je pense qu'on peut tout à fait parler d'un savoir-faire helvétique. Vous avez cité 7 sur 10 dans le QS sont de Suisse, de Suisse romande. De Suisse romande, Donc nous sommes vraiment le berceau de la formation en hospitalité. Nous avons le privilège d'être les premiers, 1830, avec Tchoumi, avec Monsieur Tchoumi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN, si on veut, de notre région, évidemment avec les magnifiques espaces que nous avons. Et c'est notre responsabilité également là de mettre à disposition des industries, de l'hospitalité et plus largement des services. Les services, des meilleurs talents possibles pour accompagner l'évolution de ces sociétés. Un privilège et une responsabilité, comme je disais. Ouais. Alors, en quelques années, est-ce que ce métier, il a évolué? Ça, c'est important. Il faut évoluer avec son temps. J'imagine que vous allez peut-être pouvoir revenir là-dessus dans quelques instants aussi. Mais est-ce que le métier a changé, finalement? Est-ce que quel constat faites-vous, si on doit prendre peut-être sur 10 ou 15 ans Ce qui a changé, je dirais naturellement, hors l'impact des nouvelles technologies sur lesquelles on pourra intervenir tout à l'heure, ce qui a changé, c'est vraiment une prise en compte, mais de manière plus marquée, du besoin de la compréhension du client. Quelque chose qui était peut-être moins présent par le passé. Aujourd'hui, ça devient une marque différentielle pour les écoles hôtelières, en particulier pour les HL, de mettre en avant tout ce qui concerne les soft skills, les compétences transversales, pour que l'industrie elle-même et les hôtelières et les hôteliers puissent, avant même que le client ait franchi la porte de leur établissement, le connaître déjà et pouvoir anticiper les besoins, les attentes, les compréhensions que ces personnes peuvent avoir. Naturellement, tous les enjeux liés à la durabilité ont également fait que ces métiers se sont transformés. Et puis, naturellement, les nouvelles technologies, l'accès aux données massives qui sont aujourd'hui disponibles, l'Internet des objets également qui fait objet, malgré le pléonasme, qui fait objet d'enjeux importants dans les hôtels. La capacité qu'on a aujourd'hui, désormais, je dirais, de piloter des chambres d'hôtel entre guillemets à distance et de comprendre ce qui se passe dans la chambre. Même si on n'y est pas. Donc, toutes ces évolutions font que le métier a changé et donc que les formations doivent s'adapter pour adresser ces points. Mais ce métier reste toujours aussi beau. Ça, c'est important aussi. On sent le passionné, quand même. Mais écoutez, à la fin de la journée, ça reste un métier de relations humaines. Si vous n'aimez pas satisfaction. Et de satisfaction. Mais la satisfaction de rendre l'autre heureux. C'est pas une satisfaction égoïste. C'est j'ai fait mon boulot puisque la personne en face de moi a le sourire, un peu comme vous pouvez l'avoir ce matin ici. Donc c'est vraiment quelque chose. Notre point commun, c'est qu'on aime notre métier. Absolument. Alors c'est quoi les critères? Parce que c'est jugé comment aussi? Parce que ça, vous avez aussi l'expérience pour peut-être pouvoir nous expliquer, savoir comment ça se passe. C'est quoi les critères pour devenir numéro 1 au monde? Alors pour ce ranking-là, il y a 3 grands critères. D'abord, c'est la réputation auprès des milieux académiques de nos pairs. Nous faisons une enquête auprès des autres universités. Ils disent qu'est-ce que vous pensez de l'EHL? Si vous aviez des enfants, est-ce que vous les enverrez à l'EHL? Premier critère. Le second critère, c'est la réputation auprès des employeurs. Quelle est la qualité des personnes que vous accueillez? Comment sont les diplômés et diplômés de l'EHL? Est-ce qu'ils sont excellents? Naturellement, ils le sont, bien sûr. Et le troisième critère, c'est plutôt touché sur la recherche et l'impact des citations de nos articles. Donc les 2 grands points, c'est la réputation auprès de nos pairs et auprès de l'industrie. Et c'est sur ces 2 critères-là, nous avons le maximum de points qui est de 100 depuis ces années, depuis les 6 dernières années. Donc encore une fois, peut-être la démonstration ou la preuve que nous faisons le travail du mieux que nous le savons et qui se traduit là encore dans ce ranking. Aussi noter que, alors, une première école hôtelière au monde et en Suisse aussi on se rank parmi les 6 premières écoles de business. Donc Management School, dans l'intitulé de l'EHL elle-même, on a aussi shifté vers EHL Hospitality Business School avec cette particularité qu'on n'est pas une business school traditionnelle. On est une business school et je vois les images qui sont derrière vous, une business school où on met en équilibre, je dirais, l'intelligence de la main
avec l'intelligence du cerveau. On met le savoir-être et le savoir-faire. Donc ces expériences-là font que nous sommes un peu différents d'autres business schools et qui nous permettent également de nous positionner de manière privilégiée sur le plan international. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir dans un instant. On va continuer de découvrir l'EHL et puis on va encore parler de cette consécration magnifique. Après, maintenant, j'ai envie de dire ce qui va être compliqué, c'est sur le long terme, c'est de rester numéro 1. C'est ça, hein? Alors, oui, alors compliqué, probablement. Disons, les rankings ne sont pas une fin. Oui. Le fait que nous soyons numéro 1 n'est pas une fin en soi. C'est le résultat, comme je disais, d'un travail bien fait. Et ça ne va pas changer. Ce qu'on a vu aussi dans le classement, c'est une réévolution d'ici des écoles qui sont derrière. Oui, bien sûr. Et une évolution de ces points-là. Donc, c'est pas une fin en soi, c'est un privilège, c'est une responsabilité. Et c'est aussi, comme je disais, la démonstration que nous faisons les choses. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, mon invité, Juan Francisco Perellón, directeur académique de l'EHL, est avec nous. Excellence Suisse, 7 écoles romandes dans le top 10 mondial de l'hôtellerie. Une grande fierté pour la région, on le disait tout à l'heure. Un métier qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. Et ça se passe, on peut le dire, hein, on peut être un peu chauvin. Ça se passe chez nous, on doit être Suisse, à Lausanne. Absolument, absolument. Et c'est un privilège, on le disait hors antenne également. On est le berceau de la formation au métier de l'accueil. Ouais. Et de ça, nous devons en être fiers. Comme je disais aussi, c'est une responsabilité. On ne peut pas se reposer sur les lauriers, se remettre en question tous les jours pour être à même d'adresser les besoins et d'adresser les évolutions constantes, non seulement des technologies, mais également du monde qui nous entoure. En tout cas, encore une fois, bravo, merci d'être avec nous. On parlait du métier qui évolue, des nouvelles technologies aussi qui ont fait leur apparition dans votre secteur d'activité. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle partout. Ça a été très très vite, hein. Il y a encore 2 ans, on n'en parlait pas encore. Là maintenant, est-ce que vous avez dû vous mettre aussi à la page? Vous parliez tout à l'heure des chambres qui peuvent être interconnectées aussi. Est-ce que ça a changé aussi votre métier? Est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Dans la formation que nous délivrons, alors je vous rassure, on délivre pas des formations techniques en termes de coding ou autre. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comprendre aux étudiants les enjeux qui sont derrière ces technologies-là et leur utilisation. On parle des chambres connectées, mais on parle aussi également de la gestion et de l'utilisation de l'ensemble des millions de données qui sont aujourd'hui à disposition des hôtelières et des hôteliers, et comment faire pour, comme on disait, pouvoir anticiper les besoins des clients finalement, avant même qu'ils aient franchi la porte de leur hôtel, pour anticiper leurs besoins et leurs envies. Donc il y a effectivement dans notre formation aussi et ça fait partie des compétences transversales que nous souhaitons transmettre, un souci aussi de regard critique par rapport à ces données-là, savoir ce qui est derrière, comment est-ce qu'on peut aussi tomber par exemple dans une forme de manipulation de ces informations-là. Ouais. Donc être critique par rapport aux données, savoir comment elles sont construites, comment les algorithmes se construisent pour ensuite pouvoir vraiment être à même de pouvoir identifier les meilleures manières de mettre en avant ces nouvelles technologies. Ouais. Dans des métiers qui changent, ce qui ne va pas changer, et c'est quelque chose aussi qui est fondamental pour nous, c'est l'aspect relationnel. Ça, vous pourrez mettre toutes les compétences technologiques que vous voulez, le face-à-face, l'interaction, celle-là ne pourra pas changer. L'EHL, j'aime bien le dire, est une école pour la vie. Donc nous accueillons des jeunes de 18 ans, forment leur bachelor, ils partent, ils vont travailler, on revient, on peut faire des masters, on peut repartir, formation continue. Donc l'important aussi pour l'EHL, c'est de mettre à disposition des étudiantes et des étudiants dans l'ensemble du portefeuille de formation, des formations plus courtes aussi, parce que naturellement on ne peut pas quitter le travail à plein temps pendant 6 mois, des formations plus courtes mais qui permettent aux professionnels de rester toujours à la page des évolutions de leur métier, et ça c'est aussi une de nos responsabilités dans la diversification du portefeuille de formation de l'EHL. L'humain, c'est important. L'humain est au centre de tout ce qu'on fait. Ouais. L'humain est au centre de tout ce qu'on fait. Et cette intelligence artificielle doit être un outil à utiliser à bon escient. C'est un outil, c'est pas une fin en soi, et on l'utilise tous, hein. Déjà on utilise Google Maps, on utilise tous des chatbox quand on va sur des sites par exemple pour réserver des chambres. Donc tous ces éléments-là, c'est un outil, et l'humain restera toujours en amont pour piloter et donner sens finalement à la technique. Mais c'est quand même l'avenir.
On va c'est le présent, c'est même le présent. C'est le présent, c'est là. Donc on n'a pas. Et je peux comprendre quand on parle de domaine de l'hospitalité, on parle de grands groupes, Accor, Marriott. Et on parle aussi en Suisse en particulier des petits hôtels, hôtels familiaux, pardon. Et naturellement, excusez-moi. Et naturellement, la relation que peuvent avoir des hôteliers, je dirais, organisation familiale n'est pas la même que celle que peut avoir un groupe Accor. Les investissements financiers qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Donc il y a aussi là une manière pour nous de pouvoir former les étudiantes et les étudiants à comprendre finalement où est-ce qu'on place le curseur finalement dans la mise en place de ces nouvelles technologies, que l'on soit chez Accor ou que l'on soit dans un hôtel plus familial. On a pu remarquer qu'entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, il y avait une grande différence. Il y a aussi un Rösti-Graben qui s'est installé dans votre métier. Comment est-ce que 2 mots là-dessus? On va pas faire une polémique avec ça. Non, je ne pense pas qu'il y a un Rösti-Graben en Suisse alémanique. Il y a de très bonnes écoles, Lucien, évidemment. Naturellement. Elle ne figure pas dans le ranking. Non, je ne pense pas qu'il y a un Rösti-Graben. Au contraire, nos étudiantes et nos étudiants viennent de toute la Suisse. D'abord du canton de Vaud, Genève, le 3e canton est en Zurich. Ouais. Donc on a aussi là une transversalité des provenances de nos étudiants. Donc il n'y a pas de Rösti-Graben dans les formations au métier de l'accueil en Suisse. Bon, votre métier, il va évoluer plutôt dans le bon sens, on l'a bien compris, l'humain reste au centre des intérêts, ça fait vraiment plaisir de l'entendre, c'est super important, surtout aujourd'hui, évidemment. Les projets, il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon pour le HL. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut annoncer? On peut dire qu'on est très heureux d'avoir le campus à Passoug, dans la formation professionnelle. On est très heureux d'avoir notre campus à Singapour, où on en a fait un campus de mobilité, avec l'ouverture prochaine d'un hub centré sur l'innovation et peut-être des bonnes nouvelles du côté des accréditations ces prochains jours. D'accord, très bien. Bon, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous bientôt alors? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour l'accueil. Avec grand plaisir. Vous avez choisi une musique quand même. Je voulais quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi ce titre. Très bon choix d'ailleurs. Je vous laisse le présenter puis nous dire 2 mots sur cette chanson. C'est Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Joy Division, un groupe iconique. Années 80, c'est une chanson aussi que beaucoup de vos auditrices, auditeurs doivent connaître. Pour moi, c'est une chanson qui m'a marqué, qui me marque encore tous les jours. L'amour nous déchirera, mais c'est aussi dans la passion, finalement, que se construit l'amour et que se construit notre métier. Donc, oui. Bon, écoutez, magnifique message encore une fois. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le directeur? Écoutez, une bonne santé d'abord, par les temps qui courent. Une bonne santé et puis également de poursuivre et de maintenir cette flamme pour l'école hôtelière et puis pour les métiers de l'accueil. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci Juan Francisco Perellón. Plein succès pour la suite et puis à très bientôt alors. Absolument. Je vous donne rendez-vous. Balance ton sport. Le LHC à l'aube du plus grand défi de son histoire. Combat de Lyon ce soir entre Lausanne et Zurich. Sur le plateau, nous recevons Chris Wolf qui est avec nous. Mélange entre fierté, excitation, appréhension, enfin tout ça en même temps. Hein. Oui, c'est un grand mix. Une grande minestrone. Ça va, il a bien dormi ou un peu stressé, non? Je dors toujours mal quand je dois me lever tôt pour venir à la radio. Ah, ça va être de notre faute alors. Je n'ai pas le droit d'arriver en retard. Ça me rappelle des souvenirs. Merci d'être avec nous, Chris Wolf. Léo de Garrigue, alors on le disait, c'est un match historique ce soir, un vrai combat de Lyon. C'est assez fou, après Davos et Gauthieron place à Zurich en finale. Chris Wolf, question toute simple, comment on se prépare à une finale comme celle-là? Écoutez, le travail dure déjà depuis l'été, où le coaching staff qui avait repris l'équipe en cours de saison a vécu finalement sa première préparation. Donc c'est un travail qui commence l'été avec les préparations physiques. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de management entre les différents coachs, puisque encore une fois c'est un coaching staff, c'est pas le travail d'un homme. Jeff a des assistants, Christo comme coach des gardiens, mais il y a aussi Thomas pour la vidéo. Il y a toute une équipe derrière qui travaille. Et cette préparation, en amont, elle est extrêmement importante parce qu'elle conditionne la saison régulière et puis la manière dont tu arrives psychologiquement et physiquement à l'échéance des playoffs.
Zurich est une équipe qui n'aime pas jouer contre des adversaires physiques. Le LHC va offrir une adversité à ce niveau-là. Vous pensez avoir les armes pour lutter contre Zurich? C'est quand même costaud, Zurich. Hein. Aucun match perdu depuis le début des playoffs. Zurich est une équipe très forte. C'est une organisation qui a gagné 9 titres. Donc on sait qu'en face de nous, on a une montagne. Mais dans les challenges, les montagnes, c'est fait pour être escaladé. Donc notre équipe a valeureusement gagné contre Davos. Là aussi, c'était le Rekordmeister qui avait à son palmarès beaucoup de titres et puis des coupes Spengler comme s'il en pleuvait. On nous a prédit les pires difficultés contre Fribourg, qui était deuxième de la saison régulière, qui était très fort finalement. Ça s'est joué de peu à chaque match, mais nos joueurs ont quand même gagné 4-1 la série. Et puis maintenant, tu arrives contre Zurich avec une détermination, avec une envie. Les gars, ils sont en mission. Quand tu les vois, ils sont déterminés comme jamais. Donc, ils vont se battre sur tous les pucks, se coucher sur tous les pucks et donner tout ce qu'ils ont, ça c'est certain. La Vaudoise Arena sera à guichet fermé lors des actes 2 et 4 de la finale, qui seront les 2 matchs à domicile pour Lausanne. Lors des matchs à l'extérieur, les supporters peuvent également venir à la Vaudoise, c'est ça? Oui, on a décidé encore une fois que ça devait être une fête pour le plus grand nombre de personnes. Donc on ouvre la Vaudoise Arena, l'entrée est gratuite ce soir. Tout le monde peut venir s'asseoir dans les gradins et puis profiter du match sur cet écran magnifique. Donc voilà, ça doit être une fête pour tout le monde. Et en parlant d'écran, on peut également venir au cinéma voir le match, c'est assez fou ça. Oui, alors comme on a vendu beaucoup plus, on aurait pu vendre beaucoup plus de billets pour l'acte de jeudi et de mardi prochain. Eh bien, on a pris contact avec nos voisins de quartier, Cinétoile, avec lesquels on a entamé les discussions hier. On va les finaliser ce matin pour offrir la possibilité aux spectateurs d'aller au cinéma et puis de suivre le match dans le quartier, le cas échéant de venir partager un moment avec les supporters. Je sais que c'est une frustration pour ceux qui n'ont pas de billets, donc on va tout faire pour leur offrir quand même quelque chose. Ah, c'est cool ça. Fin janvier, sur ce plateau, vous évoquiez une saison de reconstruction. Là, les bâtisseurs ont fait le boulot assez efficacement, assez vite finalement. Oui, alors je ferai 2 commentaires par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les résultats sportifs. Bien sûr, ce qui nous arrive de manière sportive, on le prend, c'est merveilleux, c'est fantastique. Les joueurs n'ont rien volé, ils ont bossé, les coachs aussi, ils y ont droit. Cette finale, c'est la leur, bravo messieurs, vous avez tout fait pour y arriver. Après, dans les bureaux et en coulisses, quand on parlait de reconstruction, elle se fait à plusieurs niveaux, au niveau financier, au niveau structurel et puis au niveau des autres départements que l'on gère. Donc ça, là, je dirais, les résultats sportifs vont faciliter cette reconstruction, bien sûr, mais notre projet est toujours à 3 ans et puis on garde la tête sur les épaules. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser, à accomplir. Ce week-end en foot, Lausanne a battu Zurich 1-0. Est-ce que ça donne un peu des idées? Ils ont montré la voie. On a dit à Ludo, allez-y, gagnez contre ces Zurichois. C'est le warm-up psychologique. Nos coachs étaient présents. C'est sympa parce qu'ils ont pu aussi échanger avec Ludovic, qui est un grand fan du LHC. Et puis, voilà, ça fait plaisir aussi que les 2 clubs de la capitale soient en bonne santé et puis gagnent des matchs. Il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de messages positifs entre les supporters des 2 équipes, et puis je pense que ça c'est que du bénéfice, c'est que du bonheur pour tout le monde. Merci beaucoup Chris Wolf. Pour conclure, je dois vous demander votre pronostic d'abord pour le match de ce soir, puis pour la série plus globalement, qu'est-ce que vous voyez? Et moi je fais jamais de pronostic, mais j'ai toujours envie de gagner. Magnifique, merci beaucoup, bon courage pour ce soir. Le LHC dont vous êtes le directeur débute ce soir la première finale de National League de son histoire. Le match 1 commence à 20h, rendez-vous à la Vaudoise Arena ce soir pour vivre le match sur le Vidéotron. Chris Wolf, merci, on sera de tout cœur avec vous pour la finale. Merci à vous. Ici, c'est Lausanne. Merci Chris Wolf. Merci. Bon, ce soir, moi je vais être au taquet. C'est pas ce soir que je vais réussir à dormir. Je vais être énervé et tout. Merci beaucoup en tous les cas et à très bientôt sur M le Média. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer, bonjour et merci d'être avec nous comme chaque mardi. Florent Bernaret et Stéphanie Di Giusto dans Mardi Cinéma ce matin, mais aussi les sorties de la semaine
Et les news. Et on commence ces news avec une bonne nouvelle pour le plus grand méchant de toute l'histoire de la pop culture, qu'on peut apercevoir d'ailleurs dans le générique de Mardi Cinéma. Je veux bien sûr parler du Joker de Batman. Eh bien, figurez-vous que le Joker a rencontré l'amour, Philippe, le seul, le vrai, le grand, c'est la divine et dangereuse Harley Quinn. Harley travaille à l'asile d'Arkham où le Joker est enfermé. Les deux se rapprochent et vont vivre d'amour. Harley Quinn, c'est Lady Gaga. D'amour et de crime, la première bande-annonce officielle de Joker Folie à deux, la suite du magistrat Joker de Todd Phillips, est sortie il y a quelques jours et les premières images de ce film très attendu révèlent une ambiance presque romantique et en tout cas de comédie musicale. Le réalisateur lui-même parle d'ailleurs d'un film en forme de comédie musicale. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va aller dans le genre, on devine quand même qu'on est loin de La La Land ou des Parapluies de Cherbourg, même si les deux sont cités dans la bande-annonce. Mais on est bel et bien à Gotham City, une ville sombre et pervertie par le crime, en compagnie des deux plus grands ambassadeurs. Rendez-vous est pris avec le Joker et Harley Quinn en octobre dans les salles. Ça a l'air vachement bien, très bien, à suivre. Octobre, t'as dit ? Octobre. Ok, j'ai raisonné. Allez, on parle d'Apocalypse Now. Alors on parle du Festival de Cannes 2024, oui, qui a été annoncé en fin de semaine dernière, la sélection officielle. On se réjouit notamment de découvrir enfin la suite de la saga Mad Max Furiosa, ainsi que le nouveau western, pas celui de MC Solar, mais celui de Kevin Costner, Horizon American Saga, mais côté compétition, et c'est pour ça qu'on a Apocalypse Now derrière nous, voilà. En tout cas en images et en son. Cela. On a le grand retour miraculeux du palmier Francis Ford Coppola avec son dantesque Mégalopolis. Alors Francis Ford Coppola, c'est déjà une double palme d'or avec il y avait Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Si par hasard il gagnait la palme encore cette année avec Mégalopolis, il aurait donc 3 palmes d'or, ce serait le record absolu. Jamais 203 Jamais 203, en tout cas le film est très très attendu, un film testamentaire, un Mégalopolis. On aura aussi côté de la compétition officielle le français Jacques Audiard avec Emilia Pérez, un film musical au cœur des cartels mexicains. La comédie musicale est très très à la mode cette année avec Zoé Saldana et Selena Gomez. Et puis on pourra retrouver les habitués du festival, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos ou encore Paul Schrader. Très bien, et c'est noté. Allez, on parle maintenant de Terminal. Et oui, on finit ces news une fois n'est pas coutume avec une série télé et pas n'importe laquelle, puisque 25 ans après le succès phénoménal de la série culte H, Jamel Debbouze remet le couvert dans une création originale Canal+ et nous plonge cette fois non pas dans un hôpital mais dans un aéroport aux côtés des salariés d'une compagnie aérienne low cost, Flywings, avec un pilote notamment totalement incompétent incarné par Ramzi Media, et puis du personnel. On aura le chef de cabine Stewart joué entre autres par Camille Chamou, Tristan Lopin, Brahim Boulel. Alors Philippe, c'est une vraie sitcom à l'ancienne qui a été tournée en public, en studio, donc les 12 épisodes on entend des rires mais ce ne sont pas des rires enregistrés, c'est le vrai rire du public. Jamel Debbouze disait qu'il avait très envie de retrouver ce contact comme ça de la sitcom traditionnelle, et c'est à découvrir en exclusivité sur Canal+ et en avant-première au Pâté Balexer à Genève jeudi. Allez, on parle des sorties cinéma de cette semaine maintenant et on va parler de Dali. Et oui, on commence ce journal avec l'arrivée de Dali dans les salles de Suisse romande, un succès phénoménal en France pour le dernier film de Quentin Dupieux, et ça débarque donc en Suisse un ovni, comme d'habitude, qui raconte l'histoire d'une journaliste française partie rencontrer Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Une des curiosités du film, c'est que Dali est interprété à l'écran par plusieurs acteurs: Gilles Lelouch, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille et Didier Flamand. C'est complètement barré et ça sort demain. Et ça a l'air sympa. Et c'est barré. Et c'est barré, et c'est bien. Le mal n'existe pas, à voir également dès demain. À découvrir aussi en salle ce film de Ryusuke Hamaguchi, un réalisateur japonais très très talentueux qui avait signé le fabuleux Drive My Car. Alors le mal n'existe pas bénéficie d'un immense avis positif de la presse qui est dithyrambique à son sujet. Le cinéaste japonais signe un film atypique à mi-chemin entre le drame écologiste et le thriller contemplatif. Alors c'est lent, c'est très lent mais aussi très beau. Et le propos est très engagé et politique. On suit l'histoire de Takumi et de sa fille Anna qui vivent dans le village de Mizubiki près de Tokyo. Ils mènent une vie modeste en harmonie avec la nature et leur environnement.
Et puis des gens de la ville ont débarqué avec le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin. Il va donc y avoir une confrontation entre les villageois et ce projet qui va remettre en danger l'équilibre écologique du site et la forêt qui l'entoure. Très bien, à voir aussi dès demain dans les salles obscures. La Bella Estate. Et oui, après le Japon, direction l'Italie, et plus précisément Turin, en 1938, avec ce film de Laura Lucchetti, La Bella Estate. Genia a quitté son frère et le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l'atelier où elle est employée et bientôt fascinée par une jeune femme modèle pour des artistes. C'est un film sur le passage à l'âge adulte sensible et sensuel qui a été notamment présenté sur la Piazza Grande lors du dernier festival de Locarno. Joli film aussi à voir dès demain au cinéma. La ferme des Bertrands. Une plongée, La ferme des Bertrands, une plongée au cœur du monde paysan à découvrir aussi demain au cinéma. Un documentaire français de Gilles Perret. Alors assez exceptionnel dans sa forme puisqu'il nous raconte 50 ans dans la vie d'une ferme de Haute-Savoie. Est-ce que c'est la dame de Haute-Savoie de Francis Cabrel ? Ça, on ne sait pas. Celle qu'il va sans doute chanter sur la scène du Chant du Gros. En tout cas, en 1972, La ferme des Bertrands, une exploitation laitière d'une centaine de bêtes tenues par 3 frères célibataires, est filmé pour la première fois. En Voisin, le réalisateur leur consacre en 1997 un nouveau sujet, un nouveau documentaire, un premier film. Les 3 agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu. Et 25 ans plus tard, le réalisateur Voisin reprend sa caméra pour à nouveau accompagner les exploitants de cette ferme. C'est donc un film qui se déroule sur 3 époques différentes. L'observation de la vie paysanne et surtout de cette transmission à la fois intime, familiale, sociale, économique au cœur du monde agricole. Dès demain aussi dans les salles obscures. Une famille. Oui, grosse semaine de sortie avec énormément de films à découvrir dès demain. Une autre plongée familiale, un autre documentaire, mais cette fois-ci beaucoup plus glaçant. C'est celui proposé par Christine Angot, l'écrivaine, est invitée pour des raisons professionnelles à Strasbourg, où son père a vécu jusqu'à sa mort en 1999. Alors c'est la ville où elle a rencontré pour la première fois quand elle avait 13 ans, et c'est aussi la ville où il a commencé à la violer. Sa femme et ses enfants y vivent toujours. Angot prend une caméra et va frapper aux portes de cette famille qu'elle n'a pas vue depuis si longtemps. Il en résulte un documentaire en forme d'autopsie d'un inceste, de ses conséquences et de l'absolue nécessité de la parole pour essayer d'en guérir. Christine Angot signe un geste bouleversant et très très fort. Et puis on termine ce premier volet des sorties de cette semaine avec Monkey Man. Oui, une touche de super-héros sauce Bollywood. Monkey Man, super production indo-américaine avec la superstar indienne Dev Patel. Ça fait beaucoup de super, mais c'est un film un peu de tous les superlatifs. Dev Patel interprète Monkey Man, une sorte de super-héros qui s'inspire du dieu singe Hanuman. Le film est spectaculaire, il est produit par Jordan Peele. Il raconte l'histoire de Kid, un jeune homme brisé qui devient l'ange destructeur de la vengeance contre les dirigeants puissants et corrompus qui oppriment ceux qu'ils sont censés servir. Ça fait un peu penser à Batman d'ailleurs ce pitch. Le film se déroule dans la ville indienne fictive de Yatana, un mot sanskrit qui peut signifier lutte, effort, mais aussi vengeance. On l'a compris, ça va saigner. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui vous présente maintenant son top flop. On commence par le top et on parle de Civil War. Oui, Philippe, en 3 films seulement, Alex Garland a su s'imposer et fait partie de cette courte liste de réalisateurs à suivre absolument. Donc chaque film est attendu avec beaucoup d'impatience. C'est bien simple, 3 films, 3 claques. Il y a eu Ex Machina en 2014, Annihilation en 2018 et Men en 2022. Alors là, autant vous dire que la guerre civile américaine façon Alex Garland dans Civil War, c'est un nouvel uppercut décroché dans les salles. Le cinéaste éparpille le rêve américain façon puzzle dans des États désunis qui sont ravagés par la guerre. D'un côté, il y a des États sécessionnistes et de l'autre côté, il y a les restes d'un gouvernement fédéral emporté par un président abject et jusque-boutiste. Alors, toute ressemblance avec des personnages, mais on sent bien quand même que le président du film rappelle un certain Donald Trump. Un petit groupe de reporters de guerre emmené par Kirsten Dunst, qui est magistrale dans le film, doit traverser le pays pour essayer d'obtenir une interview du président qui s'est muré dans le silence. Alors le plus terrifiant dans ce film, cette dystopie qui nous plonge en immersion au plus près des combats, c'est qu'elle ne semble pas si irréelle et impossible que ça. Et quand on ressort de la salle en se disant mais si ça se trouve ça peut arriver demain. Civil War, c'est l'enfer de la guerre sur le sol américain.
cette guerre que les Américains, ils aiment tellement faire ailleurs d'habitude. Et c'est aussi l'anatomie d'une Amérique en crise profonde. Et c'est aussi, et pour ça le film est admirable, un magnifique travail sur le métier de reporter de guerre qui rend hommage à cette profession terrible et nécessaire. Un gros choc. Un gros choc, effectivement, et c'est un top pour cette semaine, signé Thomas Lécuyer, film à retrouver donc dès demain dans les salles obscures. On parle d'un flop maintenant, ici et là-bas. Oui. Le moins que l'on puisse dire, je suis même ennuyé sévère devant Ici et là-bas, la dernière pseudo-comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla et Hakim Djemili. Alors je dis pseudo-comédie parce que quand les deux seuls gars qui vous font rire de tout le film sont piqués à Louis de Funès, respectivement dans La Grande Vadrouille et dans Rabbi Jacob, et que le reste du temps vous avez des zygomatiques à zéro, c'est pas vraiment une comédie, c'est le symptôme de la comédie dont seule la bande-annonce est rigolote. Le problème c'est que ça aurait pu être drôle d'abord parce que Ludovic Bernard c'est un bon réalisateur, il a fait des bonnes comédies par le passé, 10 jours sans maman notamment, et surtout L'Ascension, et surtout parce qu'il y avait un sujet en or pour dynamiter les clichés sur le racisme. C'est l'histoire d'Adrien qui vit depuis plus de 15 ans au Sénégal et se considère comme sénégalais d'adoption, mais il se fait expulser du Sénégal car il n'a pas ses papiers en règle. Il se retrouve donc en galère en France et va trouver refuge chez un cousin de sa femme, Sékou, qui lui est 100% sénégalais et travaille comme télécommercial chez Terroir de nos régions, un distributeur de produits bien français. Alors le problème c'est que Sékou se fait appeler Cédric et que pour la première fois de sa carrière il va devoir aller sur le terrain en province et qu'aucun de ses clients ne sait qu'il est noir. Déjà vous commencez à sentir un peu la gêne, c'est un peu casse-gueule comme pitch, limite niveau crédibilité, mais ça aurait pu être un joli prétexte à une inversion des clichés sur le racisme et un beau comique de situation. Le problème c'est que ça manque cruellement de rythme, de gag et que c'est bourré de clichés, Philippe. Au Sénégal, il n'y a que des pêcheurs, en Bretagne on tombe forcément sur un fest-noz en costume. En Provence, on tombe forcément sur une fête médiévale. Les Parisiens sont tous des râleurs, les Provençaux des braves gens. Bref, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est pas drôle, c'est pas crédible, ça tape à côté à force de cumuler les clichés que le film veut soi-disant dénoncer. Bon, c'est un flop cette semaine. Moi, ça me fait envie de regarder Dirty Dancing. Ah ben... Allez. je sens la transition. Comment Philippe, faire une transition entre le flop et Dirty Dancing. Envie de vous inviter à danser ce matin au son du tube du film culte Dirty Dancing d'Émile Ardolino, sorti en 1987. I've had the time of my life, c'est la chanson sur laquelle a lieu le célèbre porté quand Johnny soulève bébé de terre pour un final dansé devenu culte. Alors figurez-vous que au début, ça devait pas du tout être cette chanson, mais une chanson de Lionel Richie qui devait illustrer ce numéro final. Mais ça ne collait pas avec la chorégraphie, et c'est finalement cette chanson, totalement inconnue au début des années 80, qui a remporté un succès phénoménal. On danse ? On danse, mais je vous porte pas, je suis prêt. Yeah.
avec Thomas Lécuyer. Et des invités ce matin dans Mardi Cinéma, Florent Bernard et Stéphanie Di Giusto. Et on commence par Stéphanie Di Giusto. Oui, qui signe Rosalie, un film magnifique à découvrir actuellement dans les salles. Rosalie, c'est une jeune femme dans la France de 1870, mais c'est pas une jeune femme comme les autres, Philippe, elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Bref, c'est une femme à barbe. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Alors Stéphanie Di Giusto signe un nouveau portrait de femme forte de sa différence après La Danseuse, sortie en 2016, et le film s'inspire d'un personnage historique, celui de Clémentine Delay, une célèbre femme à barbe du début du XXe siècle. Interview. Bonjour, je suis Stéphanie Di Giusto et je suis sur M le Média. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Clémentine Delay, j'ai lu son autobiographie et je trouvais ça vraiment étrange qu'elle ne parlait jamais de son mari, en fait. Et c'est ça qui m'a intriguée. Je me suis dit, mais qui était l'homme ? Quel était cet homme ? Quel est l'homme capable d'aimer cette femme ? C'est quoi aimer cette femme ? C'est vraiment un film qui s'interroge sur l'amour. Et du coup, je savais qu'en m'attachant à un personnage aussi particulier, finalement, j'allais raconter quelque chose qui allait plus loin que l'amour, en fait. Je pense que profondément, Rosalie, elle interroge l'humanité. Tu crois vraiment qu'il comprendra ? Je le connais très peu, moi. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. Ça me fait tout, hein. Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. J'ai fait beaucoup d'essais en costume avec des comédiennes et en fait, je trouvais jamais... évidemment qu'il fallait que je mette un postiche pour faire ces essais parce que ça donne une perception complètement différente de la comédienne. Donc moi, j'avais besoin de voir et en fait, à chaque fois, je trouvais ça artificiel. Et je suis dans la rue, c'était pendant le Covid, et je croise Nadia par hasard. Elle avait son masque et je vois ses grands yeux. Et en fait, je la reconnais tout simplement parce que j'ai travaillé avec elle dans mon premier film puisqu'elle fait partie de La Danseuse. Elle est une des petites silhouettes dans La Danseuse, et du coup je lui ai dit de venir passer des essais et elle est venue et puis là il y a eu une évidence alors que la plupart des actrices, et c'est normal d'avoir cette coquetterie, elles se regardaient dans un miroir, elles se grattaient, elles étaient vraiment pas très à l'aise. En fait, Nadia, il y avait comme une évidence, comme une seconde peau, on chantait qu'il n'y avait pas de doute en fait. Et je trouvais ça très intéressant. Donc déjà, je trouve que c'est une actrice solaire. C'est un personnage solaire, Rosalie. Elle est pleine de vie. Elle a un enthousiasme naturel comme ça, qui moi m'a beaucoup inspirée. Et puis surtout, c'était une danseuse, donc elle a été jugée. Son corps a été jugé. Elle correspondait pas forcément justement aux critères de la danseuse classique. Donc Nadia, elle sait ce que c'est d'être regardée. Et donc, c'était important pour moi, ce mélange de force et de fragilité qu'il y a dans le personnage. Mon père a essayé de tous les remettre quand j'étais petite. Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux ? J'espérais juste que vous soyez différents. Et moi que vous soyez comme les autres. C'est un film sur la liberté d'être soi et ce que ça implique. Je me suis rendu compte que sur Instagram, là, je suis 2 jeunes femmes à barbe géniales. Une qui vit en Angleterre et une autre à New York, qui est une artiste. Où effectivement, ce qui est beau, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui assument leurs différences sur les réseaux sociaux. Et tant mieux. Et à l'inverse, aussi, on peut voir d'autres dictates qui apparaissent à cause de ces réseaux sociaux, justement, où on essaie de ressembler à tout le monde avec des filtres, on ment sur soi-même finalement, on donne une image qui n'est pas la bonne. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, il y a aussi une similitude. Quand j'ai filmé la scène de lynchage, je pense à l'époque d'aujourd'hui, où très vite, on peut se faire lyncher en quelques clics, parce que justement, à partir du moment où on ne rentre pas dans la norme, on est forcément le potentiel danger, on est forcément le responsable de tous les désordres, on est forcément le bouc émissaire. C'est assez étonnant, la nature de l'être humain à vouloir toujours finalement tuer ce qui est différent en fait. Stéphanie Di Giusto, en interview que vous avez eu la chance de rencontrer, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, Rosalie est à découvrir en salle avec notamment Nadia Teresievitch, Benoît Magimel, impeccable comme toujours, et Benjamin Biolay. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer.
Thomas Lécuyer, notre spécialiste cinéma, a eu l'occasion de rencontrer Florent Bernard. Interview. Oui, Florent Bernard, le génial créateur de la mini-série Bloqué, de sketch culte pour Golden Moustache, le co-scénariste de La Flamme et du Flambeau pour Canal+. Figurez-vous qu'il signe son premier long-métrage qui est sorti mercredi dernier. On aurait pensé un peu rapidement que ce premier film serait forcément une comédie pure et dure, et alors pas du tout. Flaubert, pour les intimes, prend tout le monde à contre-pied et signe la magnifique chronique de la fin d'un couple et d'une famille, et nos larmes de rire, parce qu'on rit beaucoup quand même dans ce film, côtoie sans cesse nos gorges serrées par l'émotion. Interview. Bonjour, c'est Florent Bernard, scénariste et réalisateur de Nous les Leroy, et vous êtes sur Aime le Média. J'avais un programme court qui s'appelait Bloqué, dans lequel il y avait déjà un peu un petit mood, c'était de la comédie, mais on sentait que ces deux gars-là étaient un peu pas heureux. Et puis même quand j'ai commencé au tout début dans mes courts-métrages sur Golden Moustache, il y avait des fois des courts-métrages qui mélangeaient un petit peu les deux. Donc c'est presque plutôt un retour à mes premiers amours, à savoir ce petit mélange. Donc c'est quand même une comédie, je pense qu'on rigole devant le film. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des moments un peu plus tristes, ou en tout cas des moments un peu plus durs, on les cache pas, quoi. Ouais. Mais après, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce mélange comique et émotion, c'est que les virages permettent aussi les gros moments de rire que nous on entend. Souvent je me glisse dans les salles pour écouter les réactions. Les plus gros moments de rire sont les blagues qui arrivent après un gros drame ou des choses comme ça dans le film, quoi. Je le sens. Les gens ont un besoin cathartique. Et je crois même que justement pour aborder des sujets comme ceux que j'aborde dans mon film, je me serais jamais vu le faire directement que dans du drame. Je trouve que la comédie, c'est quand même la pudeur de ce genre de situation, quoi. C'est important de mettre de la comédie, en tout cas pour moi, pour pouvoir aborder ces thèmes. Et puis parce que je pense que c'est la vie qui est comme ça aussi. Je pense que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ce mélange-là que je trouve intéressant. Pour moi, le cinéma, c'est la vie en plus, quoi. C'est ça que j'aime au cinéma. Quand je vais voir un film, j'aime bien que ça ressemble à des choses que je connaisse, mais qu'en même temps, tout est plus drôle, tout est plus beau, tout est plus émouvant. Et en même temps, ça me reconnecte au vrai monde. Donc c'est ça que j'aime en tant que spectateur. Donc j'ai essayé forcément de faire ça en tant que réalisateur. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Moi, j'ai été inspiré par des metteurs en scène et des réalisatrices qui font aussi un peu ça à leur niveau, avec peut-être pas la même comédie, mais c'est vrai que quand on regarde le cinéma d'Agnès Jaoui, par exemple, qu'elle a pu faire avec Jean-Pierre Bacri, il y a des fois ces trucs je pense au personnage de Bacri dans Le Goût des Autres. C'est au début il est ridicule, on se moque de lui, et puis après il nous énerve, on a envie de le taper, après il nous émeut énormément, on a envie de le prendre dans ses bras, et on passe toujours de l'un à l'autre, du rire aux larmes, et moi j'aime beaucoup ça. On revient à la base de ce qu'est le cinéma, c'est à savoir une attraction, quoi. Donc du coup on vit plein de choses en peu de temps, mais c'est aussi ce que j'adore dans le cinéma de Judd Apatow, dans le cinéma de James L. Brooks, dans le cinéma de Patrice Lecomte, surtout dans les années 90 quand il fait Tandem ou le mari de la coiffeuse. C'est ça que j'aime au cinéma, donc cette touche, c'est surtout ce que j'aime moi en tant que spectateur, et du coup forcément j'ai la chance de faire mon premier film, forcément j'ai essayé de retranscrire ça, mais j'aime les virages en fait, j'aime quand ça y est, on plonge dans une scène un peu émouvante, mais on va pas aller dans le pathos, c'est hop, on va prendre un contre-pied avec une blague, et inversement là on est dans un moment purement comique, et bam, il y a une petite phrase, quelque chose qui va un peu glacer la salle, quoi. J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais l'âge à peu près des personnages des adolescents dans le film. J'ai vécu ce truc, ce moment un peu charnière dans l'histoire d'une famille où les enfants vont quitter la maison et parfois ça crée des questionnements, des doutes au sein du couple de parents. Donc ça, je trouvais que c'était un sujet intéressant, et je crois beaucoup au fait que plus on est sincère, plus on va profondément dans les choses qui nous sont arrivées, plus on est universel en fait. Parce que ce qui fait une bonne chanson ou un bon film, c'est putain, mais j'ai l'impression qu'il parle de ma vie, et il y a un truc presque magique qui se crée entre l'œuvre d'art et moi. Et voilà, je pense que c'est parce que quand Orelsan écrit des textes de rap, il est très 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 sincère, il parle vraiment de sa vie, de ses doutes, de ses trucs, et forcément moi en tant qu'humain ça me parle directement. On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Florent Bernard, une interview à retrouver en podcast en image sur le site aimelemedia.ch. Et oui, et nous, les Leroy, à découvrir au cinéma. Gros coup de cœur de ma part pour ce film très très drôle et très touchant.